Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Alors je ne vois pas tout le monde, mais vraiment je vous remercie d'avoir choisi de participer à ce webinaire. Je l'espère d'une longue série mensuelle, donc des webinaires mensuels qui vont s'appeler Bien entendu. Donc pour ce premier webinaire, je pensais que c'était intéressant de nous mettre vraiment dans la peau d'un sourd et je vais vous expliquer la raison de cette démarche. Donc bienvenue et merci de participer. Et puis alors pour commencer, je vais me présenter. Donc moi je suis Odile Fuchs, je suis psychopraticienne. Donc je me suis formée à l'EFPP, donc voilà le lien direct avec Stéphane Gallego que vous venez de voir. Alors psychopraticienne, qu'est-ce que c'est? En fait, j'accompagne des personnes qui ont des difficultés dans la vie, qui traversent une phase difficile, un problème émotionnel, ils traversent un deuil, comment traverser les émotions. Et moi j'ai une particularité, c'est que je pratique aussi la langue des signes et je peux donc faire mes accompagnements soit en langue parlée, soit en langue des signes française. Voilà. Donc je me suis aussi spécialisée dans l'accompagnement autour de la surdité, parce que la surdité c'est une problématique qui peut, ça peut poser des problèmes au sein d'une famille. Et donc pourquoi est-ce que je me suis orientée vers la surdité? C'est parce que moi je suis moi-même malentendante, je suis malentendante depuis l'enfance. Alors bon, c'est selon, là on va dire que je suis malentendante, mais en fait on peut aussi dire que je suis sourde moyenne, parce qu'il y a différents degrés de surdité. Et donc, en fait, en grandissant, on va dire en vieillissant, mon audition, je vais perdre de plus en plus de l'audition. Et puisque je ne savais pas comment l'audition allait évoluer, j'ai décidé de me former à la langue des signes française. Chemin faisant, j'ai rencontré des sourds, forcément, puisque ce sont des professeurs sourds qui m'ont enseigné la langue des signes. Et j'ai rencontré un monde passionnant, des personnes extrêmement résilientes, certainement beaucoup plus que beaucoup de personnes qui entendent. Et je me suis aussi rendu compte, particulièrement dans le domaine de la santé mentale, qu'il y avait une prise en charge qui n'est pas forcément adaptée et que très peu de professionnels, dans n'importe quel domaine, peuvent pratiquer la langue des signes française. Et donc, je me suis dit que je pouvais apporter un peu ma pierre à l'édifice et participer donc en accueillant des sourds dans mon cabinet, mais aussi en créant une formation qui pourrait accompagner les professionnels, mais pas seulement, pour avoir moins peur d'entrer en communication, puisque la surdité, c'est un handicap qui se partage, parce que c'est un problème de communication qui nous met chacun, qu'on soit sourd ou entendant, à une difficulté de communication avec l'autre. Voilà. Donc je suis non seulement psychopraticienne, mais aussi formatrice, comme vous l'aurez compris. Et j'interviens également dans des collèges ou dans des mutuelles ou dans d'autres endroits, là où il y a besoin, pour faire de la sensibilisation à la surdité, à la santé auditive et aux bases de la langue des signes française. Voilà. Donc pour ce premier webinaire d'une longue série, comme je l'ai dit, qui sont destinés à parler de la surdité sous différents points de vue, en fait, qui mieux qu'une personne qui vit au quotidien dans un monde d'entendants sans l'entendre, qui mieux qu'une personne sourde pouvait venir nous parler de ça, de la surdité, pour mieux nous faire comprendre et nous mettre dans la peau d'un sourd. C'est donc ce que je vous propose aujourd'hui de faire. Voilà. Et donc pour rester cohérent, c'est pourquoi il y a la présence de deux interprètes. Nous avons Ludivine là, qui interprète en langue des signes, et à côté c'est Yann. Je remercie déjà sincèrement de leur présence ici, ça va beaucoup m'aider. Alors pour répondre à des questions qui se posent peut-être ou pas, mais c'est pas grave, j'anticipe. J'aurais pu effectivement peut-être moi-même pratiquer en langue des signes, mais en fait il faut garder une certaine fluidité dans l'échange. Je ne suis pas interprète, même si je pratique la langue des signes, et c'est donc important qu'il y ait deux personnes ici qui viennent m'aider. Alors pourquoi deux personnes? Parce que comme vous l'avez vu, la langue des signes est une langue dans laquelle on s'implique aussi physiquement et qui en fait on ne pense pas de la même façon en langue des signes, et donc souvent, vous avez déjà dû le voir aussi à la télévision, les interprètes se relayent. C'est pourquoi ils sont deux ici aujourd'hui. Voilà. Alors je vais vous expliquer un peu le cadre. Vous voyez, vous nous verrez toujours à l'écran parce que voilà, là, j'allais vous dire bienvenue dans le monde des sourds. Nous voilà dans une situation concrète liée à la surdité.
Benjamin pratique uniquement la langue des signes, n'utilise pas sa voix ou peu, et donc on sait bien que sur Zoom, quand on apparaît à l'écran, c'est parce qu'on parle. Donc là, il y a une question technique, la première question technique qui se pose, c'est pour ça qu'on est donc obligé d'épingler les images pour que vous puissiez à la fois me voir, il y a des fois où je ne vais pas parler aussi, hein, et voir Benjamin. C'est la première question technique. Ensuite, vous aurez comme ça aussi toujours le bon interlocuteur, vous le verrez toujours les bonnes personnes. Et puis voilà, donc on vous a déjà demandé de couper vos micros et il y aura un espace à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez poser vos questions. Simplement, je vous demanderai préalablement de les poser sur le chat. Vous avez vu M. Gallego tout à l'heure et une autre personne qui récupéreront les informations, les questions et j'en choisirai quelques-unes à la fin du webinaire. Voilà. Donc, je vais donc pouvoir laisser la parole à Benjamin. Merci beaucoup déjà, Benjamin, de ta présence, d'avoir accepté de témoigner. Merci beaucoup. Et puis, je te laisse te présenter en quelques signes. Alors moi, je suis Benjamin Bigbo. Je suis né sourd, j'ai toujours grandi dans la surdité et communiqué en langue des signes. Est-ce que tu travailles ? Oui, donc je suis auto-entrepreneur, donc vous voyez sur le logo, donc l'entreprise Surquoise, qui est une entreprise d'impression sur divers objets, des gourdes, des t-shirts, des mugs, etc. Par exemple, comme le signe bonjour, en fait, que je vais venir transposer en fait, via un dessin sur les différents objets. En parallèle aussi, je fais de la vidéo, car les sourds, en fait, la communauté sourde en fait, n'est pas assez visible, donc ça permet aussi de rendre un petit peu plus visible la LSF de manière générale, les sourds, de manière à ce que les entendants puissent découvrir un peu plus la culture sourde, qui est majoritairement présente. Donc ça, c'est globalement tout ce que je fais, ça fait 1 an et demi. Alors, je vous propose d'articuler ce webinaire autour de 4 thèmes précis. On va parler d'abord de la famille, ensuite on va parler de l'école et des apprentissages, ensuite de la vie quotidienne, comment ça se passe au quotidien quand on est sourd pour communiquer au niveau des interactions sociales. Et puis on parlera aussi de ce que Benjamin vient d'évoquer, c'est-à-dire la culture sourde et la langue des signes française. Voilà. Donc voilà, première question, Benjamin, est-ce que tu peux nous dire si dans ta famille tu es le seul sourd ou pas déjà ? Alors mes parents sont entendants, tous les deux. Donc ma sœur, donc ma grande sœur est née sourde. Ensuite j'ai un frère plus grand qui est sourd et moi je suis le dernier de la fratrie, donc également sourd. Donc la première fois pour mes parents c'était compliqué en fait de trouver en fait des écoles pour sourds, d'avoir accessibilité en fait à la langue des signes, ont accompagné en fait leurs enfants sourds. Donc ma sœur et mon frère ont eu accès à une éducation plutôt oraliste. C'est tardivement en fait qu'ils ont découvert la langue des signes. Et c'est grâce à IVT et à l'école Saint-Jacques, donc à Paris. Bon, il y avait beaucoup d'entendants, donc c'était quand même compliqué de pouvoir communiquer. Il n'y avait pas d'interprète à l'époque, enfin, c'était pas comme maintenant. Donc encore aujourd'hui, hein, il n'y en a pas assez, mais même si ça évolue, il reste quand même peu d'interprètes. Donc c'est vrai que si on compare par exemple les enfants entendants qui ont accès au savoir, à l'apprentissage, c'est facile. Par contre pour les sourds, c'est un redoublement d'efforts pour pouvoir apprendre et avoir accès donc, à la connaissance. Donc on annonce chez IVT, alors pour expliquer ce que c'est, en fait c'est International Visual Theater. Donc on les a contactés, mes parents les ont contactés, donc moi j'étais tout bébé, j'avais 2 ans, et donc ils sont venus à la maison pour pouvoir nous enseigner la langue des signes, notamment à mes frères et sœurs et mes parents. Donc moi en fait quand je suis né, j'ai directement eu accès, j'ai baigné dans cette langue, et je suis allé également donc, à l'école, à l'Institut Saint-Jacques, où il y avait que des élèves signants, il y avait beaucoup de signes, de professeurs signants. Ensuite j'ai déménagé dans l'Aude, là j'étais dans un institut qui s'appelle Chanteloup, comparé à Saint-Jacques à Paris, qui était un institut spécialisé, donc avec l'accès à la langue des signes, alors qu'à Chanteloup, en fait, c'était un institut avec différents handicaps, déficiences visuelles, différents types de handicaps. Et moi, je me sentais pas à ma place, c'était pas intégré. J'avais soif d'apprendre, en fait, et mes parents aussi voulaient que j'ai accès, en fait, à un tas de connaissances.
Il y avait différents niveaux en fait en langue des signes, autant des gens qui connaissaient rien du tout, des gens qui avaient un niveau quand même acceptable, c'était vraiment assez hétéroclite. Et ensuite à Nancy, j'ai intégré la Malgrange. En fait, c'est un grand institut sur Nancy. Donc avec mes frères et sœurs, en fait, nous avons intégré cet institut à Nancy, et là, enfin, c'était vraiment beaucoup plus adapté. On a pu aller à l'internat, on était 200, 300, enfin, alors que dans les autres instituts, c'était beaucoup, il y avait peut-être 50, 40 personnes, ce qui était vraiment ridicule à côté. Donc là, vraiment, je me suis senti beaucoup mieux, j'ai trouvé ma place. Toute la journée, en fait, j'avais pas besoin de faire d'efforts pour communiquer, pour comprendre, j'étais vraiment à ma place, j'étais vraiment à l'aise. Et ensuite, au collège et au lycée, j'étais en intégration. Bon, j'étais le seul sourd parmi tous ces entendants, il n'y avait pas de langue des signes, mais j'avais été préparé grâce à l'Institut de la Malgrange, donc à intégrer en fait un collège et un lycée. Donc je pouvais, par exemple, alors pour différentes matières en fait, sur lesquelles je pouvais m'adapter, comme les mathématiques, mais d'autres matières comme le français qui pour moi était compliqué à pouvoir lire, à avoir accès au français écrit. Il faut savoir qu'en fait il y a beaucoup d'illettrisme chez les sourds et je n'avais pas eu accès à cette éducation. Donc il y a quand même plus de 80% d'illettrisme chez les sourds. Donc c'est vrai que l'intégration. Donc en fait, au lycée, donc, j'ai passé un bac de système électronique et numérique, donc SEN. Donc c'est un bac pro dans lequel voilà, j'ai pu quand même m'épanouir. Il y avait des professeurs sourds, il y avait des interprètes, mais c'est quand même assez rare. En fait, on me demandait ce que je voulais faire quand on faisait une petite pause, par exemple. Moi, j'en profitais avec mes camarades ou même les profs pour pouvoir étendre leurs connaissances en langue des signes sur différents thèmes, notamment par rapport aux différentes matières. Donc juste avant le bac pro, en fait, juste avant de passer le bac, en fait, je suis allé en stage chez Cora, donc pour le service, au sein du service après-vente. Donc je me rendais dans le domicile des clients et puis on me demandait d'y aller en autonomie. On m'a proposé d'y aller, que j'avais les compétences. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me rendais au domicile et quand on ouvrait la porte, donc moi je me montre un papier comme quoi c'était le service après-vente. Et là, en fait, j'avais un tas de questions auxquelles je n'avais pas réponse. C'était compliqué par rapport à la surdité, plutôt sur mon profil. Et donc ça, j'en ai eu marre. Donc après, j'ai voulu arrêter. Et il manquait quand même largement d'informations en fait, par rapport à la surdité. Donc finalement, après, je suis devenu formateur. Là, c'était vraiment plaisant. J'étais vraiment dans l'échange avec le public et j'avais une communication directe en langue des signes. Avec les interprètes, ça se passe bien, mais c'est quand même différent. Là, c'est vraiment directement en langue des signes. Et là, de pouvoir devenir formateur ou de voir en fait finalement le devenir des personnes que je formais, il y avait vraiment un retour sur investissement, si je puis dire. Par contre, dans le service après-vente, le service de machine à laver, c'est compliqué. Donc quand j'ai abandonné ce poste, en fait, je suis retourné à Paris 8, me former au diplôme de formateur en langue des signes. Et ensuite, j'ai été embauché sur mon premier poste à Mulhouse pour pouvoir former. Ensuite, je suis allé à Strasbourg. Mais il n'y avait pas assez la communication n'était pas assez importante. Et pourtant, à Nancy, on me sollicitait beaucoup et je faisais pas mal d'allers-retours. Donc c'est pour ça que j'ai fini par revenir sur Nancy pour y travailler en tant que formateur. Mais bon, au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que le planning était toujours changeant, j'avais rien de fixe. Fait que beaucoup de rendez-vous que je devais annuler, que je devais aller à droite à gauche. C'était compliqué en fait de gérer aussi la vie privée. Et j'avais beaucoup de questions en fait, des stagiaires, des apprenants entendants, par exemple sur des objets publicitaires, sur des objets qui mettaient en avant la langue des signes. Mais là, je me dis, moi, j'ai la compétence en fait du dessin. C'est pour ça donc, que j'ai créé mon entreprise donc, sur Coise. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas créer en fait cette entreprise, l'auto-entreprise. Ça fait maintenant 1 an qu'elle existe. En fait, voilà, puis bon, je répondrai au fur et à mesure aux différentes questions. Je n'en dis pas trop pour l'instant.
Voilà, donc vous l'aurez compris, Benjamin est bavard, tant mieux, ça m'arrange pour répondre aux questions. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Il n'y a pas de souci, excusez-moi. Je voudrais juste revenir sur quelques mots qui ont été employés ici, en fait, qui peuvent peut-être vous sembler bizarres, mais qui sont un peu du jargon quand on est dans le monde des sourds. Tout à l'heure, Benjamin a dit qu'il y avait beaucoup de... Enfin, que son frère et sa sœur avaient eu plutôt une éducation oraliste au départ. Alors, oraliste, ça veut dire quoi? Parce que pour nous, en fait, ça veut rien dire. Ah oui, déjà aussi, première chose, nous, entendants, on parle des sourds, et les sourds, quand ils parlent de ceux qui entendent, ils les appellent donc les entendants. Ça fait premier jargon. Ensuite, oraliste, eh bien, ça veut dire qu'on utilise la parole verbale, voilà, en fait, puisqu'on oralise. Donc, en fait, quand on est sourd et qu'on apprend à parler, on dit qu'on est oraliste. Il y a eu aussi, au niveau historique, toute une tendance... toute une époque où l'oralisme primait et donc la langue des signes justement a été mise de côté. Voilà, donc ça c'est pour des signes un peu techniques. On a parlé aussi de sourds signants, ben, ça veut dire que ce sont des sourds qui sont locuteurs ou qui pratiquent la langue des signes française. Voilà, dans le jargon, entre nous, on dit des sourds signants ou des entendants signants, après tout, hein, ça peut aussi arriver. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, Benjamin, quand il a été formateur en langue des signes, il a été aussi mon premier formateur. Et je crois bien me souvenir que c'est lui qui m'a donné mon nom en langue des signes, puisque quand on entre dans la communauté sourde, ça on pourra en parler un peu une autre fois. D'ailleurs, je pense que ça peut être l'occasion d'un webinaire. Mais en fait, on a un prénom différent de celui que nos parents nous ont attribué. C'est un prénom, moi j'appelle ça un prénom sourd. Et moi, mon prénom en langue des signes, en fait, c'est Lunettes en pointe. Voilà, on m'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, Benjamin, si tu te souviens bien, il est différent. C'est proche, mais il est différent. Le mien, c'est comme ça. Ouais, voilà, mais il se rapproche. C'est proche, effectivement. Ouais, mais en fait, au départ, on ne savait pas. Peut-être qu'on allait me donner le nom de pourquoi en langue des signes, parce que je posais toujours plein de questions. Nous, on a choisi Lunettes en pointe. Voilà. Donc, voilà, la lumière est en fait sur certains mots de vocabulaire qu'on utilise dans notre jargon. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la vie de famille. Et par exemple, au début, quand tes parents, j'ai bien compris, ils n'utilisaient pas tout de suite la langue des signes. Il a fallu attendre qu'à Paris, il y ait quelqu'un qui vienne les former. Comment ça se passait alors pour faire comprendre les informations ou pour te réveiller le matin comment ça se passe au quotidien avec des parents qui entendent et des enfants qui sont sourds? Alors, donc, je suis né, donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup, d'accès à l'information. En fait, il n'y avait pas de modèle d'adultes sourds. T'es pas prêt à diffuser, il n'y avait pas de lieu en fait, donc pendant la période avant que je sois né. Donc en fait, il y a vraiment cette éducation donc, oraliste, ce qui provoque en fait un décalage par rapport au monde des entendants. Donc une fois qu'il y a la langue des signes, on peut rattraper tout doucement ce décalage et diminuer en fait la fatigue. Donc la place de la langue en fait, elle est différente en fonction qu'on soit entendant ou sourd. Donc c'est vraiment une langue qui est plus visuelle. Par exemple, si vous prenez l'anglais, si toute la journée, en fait, quelqu'un parle anglais, vous allez être fatigué à essayer de décoder. Bah, ça va être pareil, en fait, à lire sur les lèvres toute la journée. En fait, c'est très fatigant. Donc, je suis né sourd profond, c'est-à-dire que j'entends pas, je n'ai pas d'appareil non plus. Voilà. Alors, quand mes parents, en fait, on n'avait pas accès à la technique, en fait, c'est venu au fur et à mesure. Par exemple, pour me réveiller, il venait me solliciter en me tapotant sur l'épaule, essayer de m'expliquer pour là où je devais aller. Donc en fait, ou pour aller à la cuisine ou peu importe, ils utilisaient en fait la lumière, ils étaient mis à allumer la lumière. Aujourd'hui, en fait, il y a différents systèmes beaucoup plus modernes. La technologie a évolué pour tout le monde, pour les sourds et les entendants, bien sûr. Voilà. D'accord, merci de ton explication. Alors moi je voudrais te poser une question qu'on m'a souvent demandé. Comment on fait quand on va à l'école? On va passer à la partie de l'école. Comment on fait pour apprendre à lire quand on ne peut pas oraliser?
Parce que la lecture, elle est quand même étroitement liée au son. C'est vrai qu'il y a un lien avec le son. En fait, quand on est enfant, on a accès à la télé, aux films, en fait, on est baigné quotidiennement dans ces sons. Quand on est sourd, en fait, on ne l'a pas. Hein, quand on est entendant, quand vous êtes entendant, il y a la répétition, donc on peut faire le lien avec un son, avec l'écriture. Ça s'intègre au fur et à mesure. Pour ne pas l'oublier, la répétition, alors que moi, par exemple, j'y ai pas accès. Il n'y a pas assez de pédagogie, en fait, pour les enfants sourds. La LSF, en fait, c'est assez récent. Hein. En fait, les études, l'apprentissage de la LSF, encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de nouveaux signes qui émergent. Aujourd'hui, en fait, ça se diffuse de mieux en mieux. Encore une fois, grâce à la technologie, à Internet, aux réseaux sociaux, on a beaucoup plus accès à cette culture, en fait, à cette langue. En fait, c'était du par cœur. En fait, l'apprentissage était vraiment du par cœur. Alors moi j'étais vraiment motivé en fait pour essayer de rattraper ce retard sur le français, mais ça reste quand même très difficile. Et à un moment donné, bon, j'ai laissé tomber parce que c'était très très dur et j'ai quand même essayé, mais c'est vrai que je garde quand même un français qui est assez faible, même voilà, si j'aimerais bien pouvoir rattraper ce retard. Donc aujourd'hui, je peux quand même communiquer avec des signes, avec des mimes, grâce aux interprètes, avec du français, mais vraiment simple. Donc là voilà, on est vraiment au cœur du débat, au cœur de la problématique au quotidienne déjà pour les personnes sourdes, puisque difficile d'apprendre à lire quand on n'entend pas parce que le système il n'est pas adapté, c'est vraiment compliqué. Hein. Benjamin vient de nous l'expliquer et du coup il regrette lui-même, est conscient du retard qu'il a en français, il aimerait pouvoir le rattraper mais rien n'est adapté pour pouvoir le faire. Donc c'est quand même une forme de discrimination. D'autre part, ce qu'il faut quand même noter, parce que c'est important de le dire, il y a une loi qui existe pour que l'école soit bilingue, pour que normalement les parents doivent pouvoir choisir, quand ils ont un enfant sourd, ils doivent pouvoir choisir si les cours peuvent être donnés en langue des signes par exemple, ou en langue parlée complétée. La langue parlée complétée, c'est un système de code qui permet en mettant, alors moi je parle pas du tout de la langue parlée complétée, mais en fait c'est en fonction du nombre de doigts qu'on place à différents endroits sur le visage, ça permet de soutenir la lecture labiale. La lecture labiale, c'est quand on lit sur les lèvres. Donc normalement, le bilinguisme, il est légalisé en France, mais dans les faits, c'est vraiment compliqué de trouver suffisamment d'enseignants formés à la langue des signes, avec un niveau suffisant aussi, parce qu'enseigner les mathématiques au lycée, c'est pas la même chose que d'enseigner en maternelle, même si c'est aussi d'autres difficultés. Et donc voilà, ça c'est aussi la réalité de terrain. Il y a la loi, mais elle n'est pas appliquée, pour des raisons aussi de terrain, comme je viens de le dire. Donc c'est bien, Benjamin a répondu déjà à beaucoup de mes questions par rapport à quel type d'école il avait été, c'est parfait, si c'était une école spécialisée ou pas. Alors moi j'ai une autre question quand même par rapport à ça, par rapport aux interactions sociales. Quand tu as été dans une classe plutôt ordinaire, en intégration, dans la cour de l'école, ça se passe comment ? Est-ce que les autres, ils osent venir te parler ou pas ? Ou est-ce que tu es tout seul ? Est-ce que du coup, j'imagine qu'il y a pu aussi y avoir pas mal de malentendus. Je suis désolée pour le jeu de mots, mais c'est quand même la réalité du terrain. Alors, vas-y. Ouais. Oui. Alors, donc pour le lycée, j'étais au lycée Varocco. Donc ensuite, je suis allé au lycée Jean Prouvé. Donc c'était quand même deux lycées différents. À Varocco, il y avait beaucoup plus de petits groupes qui étaient créés. Il n'y avait pas beaucoup de sport. Et alors que Jean Prouvé, en fait, c'était beaucoup plus pratique. En fait, c'était quelque chose de plus linéaire. Donc en fait, les gens en fait étaient plus. Il y avait vraiment un meilleur rassemblement, il y avait davantage en fait de sport. Et là on me sollicitait beaucoup et ils ont vu qu'en fait j'avais quand même un bon niveau, donc souvent on m'appelait. Alors par rapport à la communication, c'est moi en fait qui l'ai formé, alors qu'à Varocco j'étais beaucoup moins inclus, donc j'ai plus dans mon coin. J'en trouvais aussi pas mal d'étrangers, donc en fait c'était plutôt simple pour communiquer. Il y avait déjà une culture en fait du mime, de s'adapter avec les étrangers, ce qui n'était pas vrai à Varocco. Enfin, en tout cas il y avait beaucoup moins d'étrangers. Alors moi donc je suis sourd et le regard en fait qu'il y avait pour moi en fait on ne voyait pas comme un handicap, comme un handicapé, par contre que j'avais vraiment une langue différente
une autre langue, mais comme les personnes étrangères également qui étaient là. Donc je voyais bien en fait que mes camarades en fait étaient motivés. Donc bien sûr il y a un petit peu de timidité, des fois ce qui peut amener à l'isolement. Donc là en fait je suis quand même, je me suis comme retroussé les manches. Voilà, j'ai vu que ça pouvait marcher, qu'il y avait quand même un retour et que ça pouvait me donner confiance. Et c'est comme ça que j'ai avancé. J'ai intégré beaucoup les groupes sportifs, les groupes sportifs. Et là, écoute. Et c'est vraiment grâce au sport que j'ai pu évoluer et vraiment m'inclure davantage. Donc là, merci de ce récit. Ça montre bien que, en fait, aussi en fonction de l'environnement des personnes qui sont là, on arrive à s'intégrer ou pas. Parce que l'intégration, c'est pas seulement la personne qui parle pas la même langue, parce que là c'est le cas, que ce soit étranger ou la langue des signes française, mais c'est aussi comment les personnes autour, elles intègrent, elles ont peur ou pas de la différence. Donc c'est très important de pouvoir le dire. Et finalement, quand on n'arrive pas à communiquer et que les autres ne sont pas très ouverts, ne nous ouvrent pas grand les bras, eh ben on a aussi tendance à s'isoler. Hein. Si j'ai bien compris, c'est ça aussi que tu voulais nous dire. Oui. Bien sûr, j'ai eu plusieurs fois des moqueries, mais directement, moi j'allais voir les gens, puis ouais, ils étaient tout de suite gênés. Donc finalement, et plutôt que moi, en allant vers eux, en les aidant, en fait, je voyais plutôt que c'était vraiment du donnant-donnant, donc il y avait de l'entraide. Alors qu'à Varocco, en fait, ils s'en fichaient. En fait, moi j'essayais d'aller vers eux, mais bon, ouais, il n'y avait pas cette entraide. En fait, c'était unilatéral. Donc alors que j'en prouvais, c'était un peu, il y avait vraiment cet esprit de fraternité. On était vraiment soudés. Et là, vraiment ça m'a aidé. J'ai vraiment apprécié. Et avec le monde du sport aussi, finalement. Oui, c'est ça. Oui, grâce au sport. Alors, petite précision aussi pour ceux qui nous écoutent, parce que nous, le lycée Varocco éprouvé, ça ne doit rien vous dire du tout pour ceux qui ne sont pas du secteur. En fait, nous sommes basés à Nancy, dans le Grand Est, pour faire une blague près de la Sibérie, là-bas. Hein voilà, donc ce sont 2 lycées du secteur. Hein. C'est pour ça qu'ils nous en parlent. D'ailleurs, aujourd'hui, dans ce lycée Varocco, aujourd'hui, il y a une option langue des signes française. Oui. N'est-ce pas ? Tout à fait. C'est ça. Et si ma mémoire est bonne, elle est plutôt destinée pour le moment à des élèves qui se destinent à des études de santé ou de social, me semble-t-il. Oui, les sourds, il y a des entendants, il y a aussi des sourds qui font partie donc de ce groupe. Par exemple, pour l'examen du bac, en fait, ça peut donner des points supplémentaires. Ah oui. En fait, c'est une option, donc en fait, c'est un droit, en fait, c'est une option, effectivement, pour le bac. Est-ce que tu aurais un souvenir de l'école qui t'a marqué, quelque chose qui t'a aidé particulièrement, enfin là tu nous as parlé du sport, mais un souvenir marquant lié à de la surdité? Tu peux répéter la question, s'il te plaît. Voilà, bienvenue, voilà, donc j'ai pas bien posé ma question, donc je la repose. En fait, est-ce que tu as eu, grâce ou à cause de la surdité, un souvenir bon ou mauvais, une situation qui t'a marqué? Quelque chose dont tu te souviens fort, un bon ou un mauvais souvenir de l'école, lié à ça, lié à la situation? Alors, tout ce qui est négatif, je l'ai oublié, par contre j'ai gardé plutôt le positif. D'accord. Donc j'ai vraiment des bons souvenirs de l'internat, tous les jours, de pouvoir signer avec les copains, ça c'est vraiment un bon souvenir. Ce qui concerne l'intégration, c'était un petit peu différent, les émotions étaient différentes, il y avait quand même peu de rire, alors, puis ça passait vite, alors que l'internat j'étais vraiment beaucoup plus épanoui. Voilà, donc non, ça me gênait vraiment pas d'être à l'internat, c'est vraiment bien. Peut-être un souvenir qui n'a rien à voir, par contre au niveau administratif, c'était toute la partie administrative, c'est plutôt rasant ça. Eh ben justement, merci de cette liaison, parce qu'on va parler de la vie quotidienne, de l'administratif, des interactions sociales. Maintenant, dans la vie adulte, il y a des impôts, des fiches d'impôts à remplir, des rendez-vous à la banque, chez le médecin. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton quotidien, les difficultés que tu rencontres? Oui. Alors c'est vrai que l'administratif en fait est pas facile déjà pour les entendants, mais alors pour nous c'est double peine. Quand vous recevez une fiche de paye par exemple ou n'importe quel courrier, je suis obligé de demander à ce qu'on m'explique ce qui est noté dessus.
Je suis obligé de solliciter, je suis pas autonome en fait, je suis obligé de solliciter des gens. Alors j'apprends au fur et à mesure, petit à petit, mais ça reste quand même très difficile. Il y a toujours beaucoup de nouveautés, de nouvelles choses, rien n'est acquis pour moi. Même pareil, hein, pour envoyer un mail, pour contacter différents services, c'est compliqué. Donc je suis obligé de solliciter des personnes, ou même ou alors j'utilise des plateformes, des relais téléphoniques. Il y a Roger Voice, ça fait peut-être 3 ans, enfin, en fait, qui nous permet d'avoir une limite de temps plus importante. Avant, c'était limité à un forfait d'1 heure et ça allait très très vite en fait. Parce que des fois, le temps d'avoir le relais téléphonique, vous avez le répondeur, le temps d'attente. Pendant ce temps-là, le temps il découle et rapidement en fait, votre forfait en fait, était épuisé. Sachant que aujourd'hui ça dure à peu près 10 minutes, hein, un appel réellement. Par contre avec les robots téléphoniques, ça a duré beaucoup plus longtemps, donc il fallait attendre le mois d'après. Donc là ça a augmenté depuis octobre dernier à 3 heures. Également en fait c'est ouvert, c'est accessible 24 heures sur 24, enfin 7 jours sur 7 pardon. Par exemple, quand vous envoyez un mail, en fait, on vous dit qu'ils l'ont pas reçu, ou le SMS c'est pareil, alors qu'avec Roger Voice, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Et là, enfin, on est quand même plus sur un pied d'égalité. Après, c'est pareil, souvent on nous renvoie en fait vers le directeur, vers la hiérarchie. En fait, donc, on perd beaucoup de temps donc, avec on va dire le passage d'infos avec les interlocuteurs. Par exemple, si je prends l'exemple simple avec la banque, pour la carte bancaire, une fois que vous avez déplacé le plafond, vous voulez augmenter le plafond, donc il faut envoyer un mail, j'envoie un mail, et là, enfin, vous avez une réponse pour un rendez-vous, où la personne était en déplacement. En fait, ça changeait régulièrement, donc, quand je voulais une nouvelle carte bancaire, tout ce qui était attrait vraiment au problème de banque. Alors qu'aller sur place, sur un rendez-vous en présentiel, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. En fait, je pouvais y aller avec un ami. Par contre, j'étais obligé de donner peut-être mon code. Alors que le rendez-vous en direct, c'est quand même plus facile. Aujourd'hui, on ne peut plus rentrer dans les agences directement. Tout se passe en fait à distance, par écrit, par mail, par les outils en fait électroniques. Et parfois, vous êtes sans réponse. C'est compliqué. Donc, il faut. En fait, tout le monde est pris en fait un peu sur les 4 chemins. Si je prends maintenant l'exemple des impôts, par exemple, moi je suis une personne en situation de handicap. Donc j'ai une part et demie. Donc moi je connais pas grand chose en fait sur les impôts, sur le remplissage des feuilles. Ou alors les personnes en fait quand je vais au guichet, en fait elles sont plutôt assez froides, ils ne connaissent pas grand chose sur ma situation pour m'aider à le remplir. Donc il y a un manque d'informations en fait, même dans les personnes qui sont censées être compétentes en fait, pour nous aider, et notamment sur la sphère du handicap. Alors il y a un service qui s'appelle Axéo. Donc en fait c'est un service qui est directement accessible en langue des signes grâce à la visioconférence. Et ça c'est vraiment génial. Donc moi j'utilise la visio, c'est quand même mieux que l'écrit parce que je vous l'ai dit, hein, je suis assez limité en fait dans la compétence sur le français. Pour le français, et Axéo, en fait, vous pouvez vraiment... Et donc, en fait, moi, j'en avais parlé à la personne au rendez-vous pour la banque. Cette personne n'était pas au courant, en fait, qu'il y avait ce service d'accessibilité. Donc, c'est moi qui ai dû lui expliquer. Pour l'emploi, en fait, ça a changé. Donc, pour France Travail, là, c'est pareil, il y a un service d'accessibilité. En fait, il y a le logo avec les petites mains. Donc moi, j'ai demandé à la personne à l'accueil, du coup, je voudrais avoir accès à ce service. Est-ce que c'est un interprète? Est-ce que c'est... voilà. Et en fin de compte, ils n'avaient rien à me proposer. Donc au final, on doit se débrouiller pour venir avec un interprète nous-mêmes. Et c'est quand même le rôle, normalement, de l'administration, c'est de se rendre accessible. Mais en fin de compte, on se rend compte que même si c'est affiché, il n'y a rien qui se passe. Et souvent, même les personnes les plus haut placées ne sont pas du tout sensibilisées à la question de la surdité ou de la langue des signes. Et c'est vrai que comparé aux entendants, les entendants peuvent aller à l'accueil, avoir une information directe par exemple. Nous, on est quand même toujours un petit peu coincés. On est obligé de devoir faire des efforts, écrire.
voilà, demander des infos, et on voit parfois que ça pose problème de l'autre côté au niveau de l'accessibilité. Ça, c'est des soucis qui perdurent encore aujourd'hui. Il faut être très très patient. Voilà, en fait, c'est la deuxième fois pendant ce témoignage que tu nous démontres combien en fait il y a une grande différence entre la théorie et la pratique, hein, comme pour la question à l'école du bilinguisme. Eh bien, en fait, il faut savoir qu'il y a encore une loi en France qui date de 2005 qui dit que dans les services publics ou dans les établissements recevant du public, la personne sourde doit pouvoir communiquer avec son interlocuteur dans la langue de son choix. Et donc, dans les musées aussi, hein, ça se produit. Et on peut montrer qu'il y a on peut dire que c'est accessible, par exemple, aux personnes sourdes ou malentendantes. Et finalement, on se rend compte, dans les faits, que c'est loin d'être le cas. Et c'est déjà une discrimination. D'autant que, Benjamin le note vraiment bien dans cet exemple, la France Travail. On vient chercher un travail, on est censé pouvoir avoir les informations comme n'importe quel citoyen, hein, parce qu'un sourd, c'est pas seulement une personne sourde, c'est aussi un citoyen français. Et en fait, les informations, il ne peut pas les avoir. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la surdité, elle met chacun face à un problème de communication, ce qui fait que la personne au guichet, elle ne sait pas comment faire. Donc elle va renvoyer au supérieur hiérarchique, qui va pas savoir plus faire non plus parce qu'il n'est pas formé, donc il va renvoyer au directeur, et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est toujours un cercle vicieux, et une difficulté au quotidien pour pouvoir faire des choses simples et obligatoires comme la déclaration des impôts par exemple. Alors, la première fois, quand on s'est vu la dernière fois pour préparer ce webinaire, tu m'as parlé d'un exemple qui me semble intéressant à expliquer dans l'ascenseur, avec les problèmes. Si l'ascenseur tombe en panne et qu'on est sourd, on fait comment ? Parce que normalement dans les ascenseurs, il y a un petit logo pour dire qu'on appuie sur un bouton pour appeler à l'aide en fait dans l'ascenseur, quand si l'ascenseur est bloqué. Voilà. Mais en fait... Moi, j'utilise direct une application en fait. Alors là, du coup, je parle de la banque. Par exemple, maintenant, il y a une application, tu peux faire tout en ligne. Mais... Donc en fait, quand on dit... Pardon. Pardon, j'étais pas du tout ascenseur, ok. Oui. Ah oui, si l'ascenseur tombe en panne quand tu es dedans. Oui. Effectivement, quand tu appuies sur le bouton, il y a quelqu'un qui te parle. Et tu as pourtant au-dessus le logo avec l'oreille barrée. Donc tu appuies, il ne se passe rien. Alors, c'est vrai que du coup, moi en général, je contacte une personne entendante par visio ou autre, et qui du coup va parler, en fait, va parler à ma place, quoi. Mais sinon, on est bloqué, c'est vrai. Donc en fait, souvent, la surdité amène une forme de dépendance. Oui. Aussi le logo de l'oreille barrée, je trouve qu'il il faudrait trouver autre chose. C'est pas un logo qui est très adapté. Alors là, pourquoi tu trouves que c'est pas adapté ? Justement, du coup, si tu mets le logo de l'oreille barrée, si tu te doutes que c'est des personnes sourdes, et que du coup tu vas avoir une personne qui te parle, c'est pas du tout adapté. Il faudrait un système de visio, par exemple, à ce moment-là, si tu mets ce logo-là. C'est ce qui montre bien que ça a été mis en place par des personnes qui connaissent pas grand-chose à la surdité. Oui, soit ça, soit voilà, juste parce qu'il faut être aux normes, parce qu'il faut être accessible, on met un logo, mais concrètement on n'a pas réfléchi à ce qu'on pouvait mettre derrière, mais par contre ils sont aux normes parce qu'ils ont mis un logo. Et il faut vraiment changer cette idée-là, cette façon de fonctionner. Tu veux dire que la norme ne suffit pas, quoi. C'est comme la loi. Il faut le mettre en place, il faut donner les moyens pour la mettre en place. C'est déjà un premier pas, la loi, mais en fait il faut aller plus loin. C'est aussi à ça que sert ce webinaire, pour montrer les réalités du terrain. Je voudrais aussi reparler par exemple de la culture, l'accès à la culture. J'y pense parce que je suis allée voir dernièrement le film Sorda au cinéma.
Donc, et c'est un film Super. qui est très très bien, ça c'est sûr. J'en suis ressortie bouleversée. Et c'est aussi un film qui est sous-titré. Et qui est sous-titré à chaque, le terme m'échappe, mais à chaque fois à chaque projection. Or, c'est pas le cas pour la plupart des films, et donc tous les films ne sont pas sous-titrés, et donc ça veut dire que les sourds peuvent pas aller au cinéma ? Alors, à Nancy, à l'UGC de Nancy Centre, en fait, tu as des sous-titres régulièrement. Mais sinon, c'est une ville qui est entre Metz et Nancy, Pont-à-Mousson par exemple, c'est une petite ville. Il n'y a aucune séance qui est sous-titrée. Donc, pour les sourds qui habiteraient à Pont-à-Mousson, par exemple, ils seraient obligés de se déplacer à Metz ou à Nancy pour pouvoir accéder à une séance accessible. À Nancy, on a la chance d'avoir l'UGC qui propose des sous-titres régulièrement. Ça veut dire que même, par exemple, la culture, le cinéma fait aussi partie de la culture française. Ça veut dire que c'est tout un pan de la culture française auquel les sourds n'ont pas forcément accès. En fait, il y a deux choses. Donc, il y a les films étrangers qui vont être sous-titrés. Par contre, les films français, eux, ne sont pas sous-titrés. Donc, c'est compliqué parce que je pense que ça coûte trop cher. Et c'est vrai que les films français que tout le monde a vus, films comiques ou autres, parfois les sourds ne les ont pas vus parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Et on pense plus aux personnes peut-être des fois malentendantes, mais c'est pas uniquement, ou sourdes, mais c'est pas uniquement pour ces personnes-là. C'est-à-dire les sous-titres peuvent être utiles à des personnes étrangères, de personnes qui auraient besoin de lire pour mieux comprendre. Donc en fin de compte, les sous-titres seraient utiles à tout le monde. Et il y a aussi les sous-titres avec différents codes couleurs. Donc pour les sourds, tu as du rose, du bleu, du violet, du rouge. Par exemple, rouge, c'est pour tous les bruits. Violet, c'est pour la musique. Vert, c'est pour dire qu'il parle une autre langue. Jaune, c'est pour dire qu'il y a une personne qui parle hors champ. Et l'autre couleur, c'est pour l'interlocuteur, la personne qui parle directement. Tu as aussi des indications si c'est murmuré. Par exemple, si c'est murmuré, ça va être écrit en plus petit. Si la personne parle fort, ça va être sous-titré en très gros. Et ça nous donne aussi des informations sur aussi les émotions, sur plein de choses. C'est pas juste des sous-titres neutres blancs qui seraient bien. Je pense qu'il faudrait encore rajouter ça. Parce qu'on avait ça autrefois, mais aujourd'hui on n'a plus, c'est juste des sous-titres blancs épurés. Et je pense que c'est parce que c'est trop cher. Ça donne les nuances en fait dans le film. Est-ce que tu pourrais... Pardon. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de maladresse des entendants par rapport aux sourds, des choses qu'ils pourraient faire sans s'en rendre compte et qui sont fréquentes? Alors pour moi, effectivement, il n'y a pas, de manière générale, il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez d'échanges profonds, entre guillemets. Et puis parfois, les entendants sont de bonne volonté, et puis ils oublient l'accessibilité. L'accessibilité vient un peu en dernier. En fin de compte, ils proposent quelque chose qui n'est pas réellement accessible, ou en tout cas qui est mal préparé, mal fait. Et je trouve que bon, il y a des choses qui évoluent, on tend vers quand même quelque chose de plus qualitatif au niveau de l'accessibilité. Mais en général, les gens font ça un peu à la va-vite, et ça, pour moi, c'est pénible. Je voudrais revenir à un point que tu as évoqué tout à l'heure, quand on a parlé de l'école, c'est la fatigue de l'effort de communication. Ça, je pense que bon nombre de personnes qui entendent correctement ne se rendent pas compte de ce que c'est que de s'adapter toute la journée pour comprendre, pour lire sur les lèvres et pour comprendre l'environnement quand on n'a pas toutes les informations. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand on écoute, nous entendant, on peut même regarder un téléphone, écouter la personne qui nous parle. On n'est pas obligé nécessairement d'être concentré pour recevoir une information. Tandis que pour les sourds, c'est un peu différent puisqu'ils n'ont pas toutes les informations et il faut forcément se regarder. Et si un sourd parle à un entendant, mais que l'entendant, si je vais le faire là, je parle comme ça, il ne peut pas lire sur mes lèvres. Si jamais il lit sur les lèvres. Donc en fait, cette fatigue-là, en fait, les entendants ne la connaissent pas et ils l'oublient. C'est pour ça que la question de l'accessibilité, elle est essentielle aussi. Parce que c'est aussi rendre l'échange plus fluide, moins fatigant pour chacun des interlocuteurs et en particulier pour les personnes sourdes.
Voilà, donc on va arriver sur le dernier point que je voulais évoquer parce que moi qui côtoie des sourds, je sais qu'être sourd, c'est une fierté. On parle de l'identité sourde. Il existe aussi une culture sourde. Et est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que ça, c'est un pan, en fait, que les personnes qui entendent et qui ne côtoient pas de sourds ne connaissent pas du tout. Oui, effectivement, la plupart des sourds sont assez fiers de leur identité. Nous, juste par rapport aux entendants, effectivement, on fonctionne de manière plus visuelle. Et en fait, l'idée, c'est que chacun en fait, trouve sa place et arrive à fonctionner ensemble. Et les sourds, en fait, peuvent tout faire. Par exemple, on a certaines chances en langue des signes, on peut communiquer sous l'eau, on peut communiquer loin, à distance. Il y a des systèmes voilà, qui sont assez intéressants. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'un système entendant aux sourds prenne le pas sur l'autre. Le but, c'est vraiment d'être ensemble. Là, il y a certains avantages pour les entendants. Par exemple, les entendants, le téléphone, ça a été une grosse avancée technologique pour vous. Et c'est vrai que si on prend par exemple des parents entendants qui ont un enfant sourd, aujourd'hui on se dit comment on va le contacter, comment on va faire, etc. Et en fait, il y avait déjà ce système de vibreur pour contacter un sourd. Si je prends l'exemple de la maladie trisomie 21, en fait, on voit que ces enfants en fait, donnent beaucoup d'affection, ils apprennent beaucoup. En fait, il y a différents types de handicap. En fait, c'est une forme de... C'est riche, en fait. Chaque handicap en fait, a sa particularité. Et on peut y trouver son épanouissement, en fait. Et être épanoui, c'est confort. La langue des signes, en fait, amène un confort. Et moi, je me suis senti vraiment épanoui. Je me sens épanoui. Alors, une question peut-être un peu plus précise. Quand on est entendant, quand on imagine quelqu'un qui n'entend pas, qui est sourd, on part du principe que c'est un handicap. Mais est-ce que quand on est sourd, on se sent handicapé? Non. Non, clairement, souvent, on a plutôt envie de nous aider, mais ça, c'est un petit peu rageant, en fait. Moi, je m'appelle Benjamin Bibeau. Je suis sourd, quelle couleur de peau j'ai, etc. On s'en fiche. Moi, je suis Benjamin. Voilà, point. C'est le reste, je m'en fiche, en fait. Je suis Benjamin, voilà. Donc, le handicap est aussi une question de point de vue. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que toi, si tu avais une baguette magique, par exemple, si on pouvait faire un vœu, qu'est-ce que tu recommanderais de faire ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il change pour que la société soit plus adaptée aux sourds? En fait, une accessibilité vraiment en tout lieu, en fait, et puis que c'est une meilleure sensibilisation, que ce soit diffusé plus largement. Vous savez le film Zootopie, oui, hein, oui. il y avait pas mal d'animaux. En fait, ça j'aime beaucoup, en fait, cette interaction, ce modèle social. D'accord. Ok. Alors, et nous, alors en fait, à notre niveau, en tant qu'entendants qui participons à ce webinaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus à l'aise avec la question de la communication avec une personne sourde ou pour être moins discriminant? La première chose, c'est vraiment la sensibilisation, démontrer en fait, de ce qu'est-ce que... Oui, donc de sensibiliser davantage en fait les enfants à l'école, tout type de pouvoir faire venir des intervenants. En fait, dès le plus jeune âge, en fait, de sensibiliser, mais également aussi pour les adultes. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faudrait, beaucoup plus de sensibilisation. Ah, je voudrais rajouter aussi que c'est une langue en fait. Et la langue en fait, elle permet vraiment une meilleure intégration de la société. Après, il y a d'autres pays par exemple
qui sont plus ouverts sur cette question de la langue des signes. Et en fait, il faut vraiment qu'on soit tous français, en fait. On appartient tous au même pays. On n'a pas quoi? On appartient tous au même pays. Oui, on appartient tous au même pays, je suis bien d'accord. Bon, ça me permet de faire le lien, en fait, pour aller plus loin. Vous, j'imagine que si vous êtes derrière votre écran et que vous avez choisi de participer à ce webinaire, c'est que la question de la surdité vous intéresse. Soit vous y êtes confronté directement ou pas. En tout cas, c'est un sujet qui vous intrigue. Et donc, avec Stéphane Gallego qui s'est présenté tout à l'heure, on a mis en place une formation pour aller plus loin que ce webinaire et pour expliquer, sensibiliser ce que c'est que la surdité et aussi les différents types de surdité, parce qu'il ne faut pas oublier que aujourd'hui, on a le témoignage de Benjamin qui est sourd profond de naissance. Il va vivre sa surdité d'une certaine façon. Ça va être complètement différent pour une personne adulte qui est devenue sourde subitement, qui a grandi dans d'autres repères, avec d'autres repères, des repères auditifs. Et forcément, la question du handicap, là on parlait, c'était une question de point de vue. Benjamin, lui, se sent pas handicapé, mais peut-être qu'un adulte qui est devenu sourd subitement et qui était donc avant entendant va le vivre d'une façon différente et se sentir handicapé. Je voudrais intervenir. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose. En fait, il y a les 5 sens en fait, quand on est entendant, donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, etc. En fait, nous, en tant que sourds, finalement, il y a ce sens de l'ouïe en fait, qui n'existe plus. Alors, quand on est sourd, en fait, le cerveau, lui, en fait, il s'est construit en fait, avec les 4 sens. Donc, sans l'ouïe, donc il va y avoir une complémentation en fait, qui va se faire sur les autres sens. Donc, l'acuité visuelle, par exemple, va être plus importante. Par contre, c'est différent. Quelqu'un en fait, qui a un accident, c'est comme quelqu'un qui va avoir une jambe cassée ou qui va perdre certaines fonctions, il va devoir se réadapter. Alors on pense souvent qu'on n'est pas au même niveau, au contraire, finalement, on encourage, par exemple, on encourage finalement d'autres sens à se développer, comme les personnes qui sont aveugles vont développer d'autres sens, comme l'ouïe, par exemple. Tout à fait. Moi, j'ai pu remarquer en apprenant la langue des signes française que j'avais aiguisé mon sens de l'observation. On est beaucoup plus observateur. Par exemple, quand je vais au restaurant, souvent je veux commander, donc j'appelle, je lève la main, on voit que le regard n'est pas pris, ça commence à dépasser, c'est un petit peu rageant, alors que moi, si quelqu'un va lever la main, tout de suite je vais le voir, parce que les entendants sont baignés dans le monde, dans les sons, dans le brouhaha. Voilà les différences que je peux donner. Ok, donc, comment on pourrait faire, nous, pour aller plus loin? Donc, vous pourrez voir sur le chat, on va vous mettre les liens concernant la formation qui a été créée sur IFORAND. Donc, voilà, c'est une sensibilisation à la surdité, comment ça se passe, comment on devient sourd, un appareil, ça marche comment, ça sert à quoi? Et puis aussi une initiation à la langue des signes française, ça veut dire une première étape, si on a envie d'apprendre cette langue, qui est utile non seulement pour communiquer avec les personnes sourdes, mais aussi pour être un meilleur communicant, puisque vous l'aurez compris, vous avez bien vu là les échanges de regards entre les interprètes et Benjamin. En parlant langue des signes, on est obligé de se regarder. Je voudrais encore compléter les propos. Donc la sécurité sociale, en fait, pour un enfant qui est sourd, est prête en fait à financer tout ce qui va être appareillage, implant, etc. Par contre, en ce qui concerne l'apprentissage de la LSF, là, il n'y a rien du tout. Donc on est plutôt vraiment sur à anticiper, à mettre en avant en fait toute la partie technologique, alors que la langue est mise de côté, on subventionne vraiment le côté réparation, le côté médical, mais pas la langue. Oui, moi j'ai eu un cas concret effectivement avec une enfant que j'ai suivie qui est sourde et que en fait les parents ont eu la plus grande difficulté à pouvoir apprendre la langue des signes française parce que il faut payer les cours de langue des signes française et qu'il n'y a pas forcément de subvention pour aider ses parents à... Voilà, donc moi je trouve ça, c'est vraiment très personnel, mais je trouve ça particulièrement discriminant. Je crois que c'est le seul exemple que je connaisse où pour que des parents puissent parler avec leur enfant, ils sont obligés de payer des cours. Et quand ils ne peuvent pas se les payer, ils ne peuvent pas parler avec leurs enfants. Et ça pose un tas d'autres problèmes au niveau de l'autonomie, de l'indépendance, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Enfin, c'est vraiment s'il y a des choses qu'il faut ressortir de ce webinaire, entre autres bien sûr les témoignages, l'expérience de Benjamin, c'est ça, c'est que quand on ne peut pas communiquer, quand on a vraiment une barrière de la langue, même dans sa propre famille, on porte ce poids toute sa vie.
Voilà, donc ensuite, alors je voulais aussi, Benjamin nous a parlé en début, en se présentant qu'il avait créé une entreprise, donc on va aussi mettre le nom de son entreprise dans le chat, parce que bien sûr, vous pouvez vous adresser à lui si vous avez besoin, mais c'est normal, hein, voilà, si vous avez besoin de faire imprimer quelque chose. Et puis, on va passer aux questions, voilà. Aux questions du public, s'il y en a. Pour l'instant, je n'ai pas encore de questions à vous dire. Eh ben, sans doute que ça a été très clair alors. Ouais, moi j'avais une question à poser à Benjamin. Oui. Et je voulais savoir ce qu'il en pensait de cette initiative de pouvoir mettre en lumière le monde de la surdité, le monde des entendants et avoir cette connexion dans la bienveillance. Bon, moi déjà ça me fait plaisir, c'est la première fois que je suis invité pour participer à un tel événement. Souvent en plus avec la visio, c'est le côté technique un petit peu compliqué, donc non, je vous encourage à continuer, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci en tout cas, c'est vrai que moi pour tout vous dire, j'étais très contente de pouvoir organiser ce webinaire et de pouvoir faire témoigner une personne sourde de sa réalité que moi je côtoie quasiment au quotidien. Moi je suis que malentendante, je suis pas complètement sourde. J'aborde quand même, je vis quand même au quotidien des difficultés liées au fait que j'entends pas bien. Et je suis très contente d'avoir pu trouver Benjamin qui accepte de témoigner sur la réalité de son quotidien, et j'espère que ça vous aura montré encore qu'il y a beaucoup de travail à faire et que nous, chacun à notre niveau, on peut faire des choses pour que la communication, pour que tout le monde se sente mieux intégré et citoyen. On est tous du même pays, quoi. Hein, et on a tous droit, normalement, au même droit. Voilà. Donc écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, chez Stéphane. Et des remerciements sur le chat. Il y a des remerciements sur le... D'accord, super. Donc, c'est un échange très enrichissant. Merci à tout le monde. Merci pour cet échange très enrichissant, c'est expliqué. Voilà, donc on vous encourage, j'imagine, oui Stéphane, vous avez mis les coordonnées pour le site, oui, pour la formation. Oui, tout à fait, vous avez bien, alors il y a la société de Benjamin avec toutes ses coordonnées. Merci. On a aussi E4Hand pour qu'ils puissent avoir toutes les informations. Et puis éventuellement, si les gens ont des questions par après, on peut peut-être mettre mon adresse mail. Oui, je m'en occupe de suite. Ouais, voilà. Eh bien écoutez, on va laisser juste un petit peu le temps que les personnes puissent noter l'adresse, parce que c'est pas le tout de la donner, mais il faut aussi laisser le temps d'écrire, hein, avant de clore. Si les personnes ont des questions à te poser, ils peuvent envoyer un mail directement via le site internet de E4Hand sur la partie contact. Voilà, c'est ça. Et puis, aussi, les personnes, vous avez les coordonnées de Benjamin, même pour d'autres choses, peut-être, hein, pourquoi pas. Enfin, on peut aussi pour le rencontrer aussi, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Comment ? Merci vraiment à cette présence et à ce moment de partage. Voilà. Merci, voilà, j'ai l'impression aujourd'hui, à mon niveau, d'avoir pu participer à l'intégration, à l'accessibilité, à la meilleure compréhension de deux mondes qui se côtoient sans vraiment jamais se connaître. Voilà. Merci beaucoup aux interprètes, parce que on a pu constater que c'était fatigant, que c'est vraiment important d'être deux. Voilà, merci à Benjamin pour l'honnêteté, la sincérité de ces échanges. Et puis, c'était très agréable d'avoir quelqu'un de bavard, où je me sens beaucoup moins seule. Oh, merci. Je me sens beaucoup moins seule, voilà. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, j'espère vous retrouver au prochain, sur lequel nous communiquerons bientôt. Voilà, le thème est encore une surprise. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.